Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Gotchar, votre podcast préféré de nouvelles automobiles. On est heureux que vous soyez avec nous. Cette semaine, évidemment, on a un petit peu de rattrapage à faire au niveau de nos essais. Alors, de mon côté, je vais vous parler d'un essai que j'ai fait pendant quelques temps. C'est la Mazda CX-90 en version hybride branchable. Mais je vais surtout vous parler d'un essai un peu extrême, mais que j'ai adoré, la Mercedes AMG GT 63. De mon côté, je vais aussi faire deux essais. Je vais vous parler de mon essai du Honda HR-V, mais aussi de mon essai du Ford Ranger. Si vous me connaissez, c'est pas du tout mon genre de véhicule, c'était plutôt intéressant. On va aussi parler du film sur la carrière de Gilles Villeneuve. On a une entrevue pas exclusive parce qu'elle en a fait d'autres, mais exclusive par rapport aux questions avec Mélanie Villeneuve, la fille de Gilles Villeneuve. Et bien sûr, je vais terminer ça avec mes nouvelles comme à mon habitude. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Ben oui, William, on a eu l'occasion de recevoir Mélanie Villeneuve. On va l'entendre d'ailleurs un peu plus tard, parce qu'on est actuellement en plein tournage du film sur la vie de Gilles Villeneuve, surtout sur ses débuts. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais en attendant, moi, je vais commencer par te parler d'un essai que je fais depuis 2 semaines et demie, à peu près. C'est celui du Mazda CX-90 PHEV. PHEV, je devrais plus dire PHEV, maintenant, c'est des véhicules électriques hybrides rechargeables, des VEHR. C'est ça la définition, l'abréviation officielle en français. Moi, regardez PHEV, je trouve ça plus joli. Un véhicule, honnêtement, que j'ai trouvé très intéressant quand je l'ai essayé la première fois. Il m'a impressionné d'abord par sa qualité d'assemblage. On le sait, chez Mazda, on a fait le choix de se tourner vers une déclinaison plus luxueuse. Ça demeure ce qu'on appelle des marques qui sont pour grand public. Hein. Ce pas des marques de luxe, mais on a vraiment mis un effort notable sur la qualité des matériaux, sur la qualité d'assemblage, sur la totalité de ce qu'on nous propose. Honnêtement, c'est très, très bien réussi. C'est particulièrement vrai dans le CX-90 et dans le CX-70, des véhicules que l'on a voulu complètement nouveaux dans leur approche. Bien sûr, c'est une nouvelle plateforme. C'est la grande plateforme de Mazda qui sert de base à tous les VUS, tant chez nous qu'en Europe maintenant. Parce que nous, on a le CX-70 et le CX-90. En Europe, ils ont le CX-60 et le CX-80. Donc, on est partagé tout ça partage la même plateforme. C'est celle des grands véhicules. On a bien entendu, dans le cas du 70 comme du 90, les mêmes dimensions. Donc, c'est un véhicule qui est quand même assez imposant en termes de taille. C'est pas tout petit, là. Ça commence à être assez long. On parle quand même d'un véhicule qui fait 5,1 mètres par 1,9 mètres de largeur. C'est grand empattement, 3,1 mètres de longueur. Ça aussi, c'est impressionnant. Et c'est pesant. Plus de 5000 livres, là, 2344 kilos ou 5168 livres. C'est ce qui apparaît à l'affiche. Est-ce que ça se ressent sur la conduite? Désolé de sauter déjà là, mais... Ben oui, en fait, et c'est là le problème, parce que on se retrouve avec un véhicule qui, bon, dans le cas du 90, est un 7 passagers, hybride branchable, donc il y a une certaine lourdeur. C'est sûr qu'il y a une version V6 qui est un petit peu moins puissante en théorie. OK? Pas V parce que c'est un moteur en ligne. J'ai dit V6, mais c'est pas vrai. C'est un 6 cylindres en ligne. Dans le cas du CX-90 branchable, on a un moteur 4 cylindres 2,5 litres qui fait 189 chevaux, qui est jumelé à une motorisation électrique. Boîte automatique 8 rapports, rouage intégral, ça fait un total de 323 chevaux et une possibilité d'autonomie électrique, nous dit-on, du côté de chez Mazda, d'à peu près 42 km. Objectivement, ça, c'est à peu près réaliste. Batterie de 17,8 kWh, ça ressemble à peu près à ce que j'ai fait comme kilométrage quand j'ai branché le véhicule. Je faisais entre 42 et 45 km assez facilement. Il faut dire qu'il a fait très beau tout au long de mon essai. On n'est pas en hiver, là, il ne fait pas moins 20. Donc, ça, évidemment, ça a apparu.
on a senti aussi que, bon, ça a un certain impact sur la consommation. On parle d'une consommation moyenne combinée de 9,4 litres au 100. Ça, c'est ce que Mazda annonce. Moi, j'ai fait un petit peu plus que ça, mais je le répète, j'ai fait beaucoup, beaucoup de villes. Donc, évidemment, ça aussi, ça a un impact. Ma grande déception, et c'est étonnant, c'est que j'ai essayé le 6 cylindres, et là, j'ai essayé celui-là, et je trouve que celui-là manque de puissance en accélération. C'est surprenant parce que normalement, il est en mode électrique et il devrait donc être plus nerveux, mais on a la sensation qu'il va chercher sa puissance un peu plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est pas désagréable, c'est pas un véhicule qui reste coincé au milieu de la rue, là. Il fait quand même 323 chevaux. Ça déménage en masse, ne t'en fais pas. Mais il y a quand même une certaine hésitation qui m'a un peu pris par surprise, je dois le dire. Évidemment, l'hésitation qui disparaît pas mal quand on se place en mode sport, mais quand on se place en mode sport, ça veut aussi dire qu'on fait le compromis de l'économie de carburant. Donc, c'est sûr que c'est peut-être un peu moins tentant. Pour le reste, je dois le dire, Mazda a vraiment fait un effort remarquable. Le comportement routier de ce véhicule-là, il est intéressant parce que bien qu'il soit assez gros, assez imposant, on a quand même la sensation qu'il tient la route, il est agréable à conduire. Oui, il est lourd, oui, on le sent si on fait une conduite un peu plus dynamique, mais on s'entend, c'est un véhicule 7 passagers, c'est pas un char de course, c'est pas fait pour avoir une conduite agressive. Même si on est capable de le supporter, là, le châssis est assez rigide pour le faire. Euh, Honnêtement, de ce point de vue-là, c'est vraiment bien pensé. On a vraiment une tenue de route qui a une grande stabilité. On sait que chez Mazda, on parle beaucoup, beaucoup du plaisir de conduire, à quel point c'est important dans la définition de tous leurs véhicules. Dans le cas du CX-90, on a été capable d'aller chercher ça. Suspensions aussi qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'absorber les chocs assez bien sans qu'on ait trop de difficultés. Une ergonomie qui est correcte. Je ne traite pas sur le système d'infodivertissement Mazda, toi non plus. Non, absolument pas. Pas très efficace. Non, pas très efficace et surtout lent en réaction, en fait. On l'a amélioré au fil des ans, mais on devrait encore, je pense, pousser la démarche un peu plus loin. Par contre, Android Auto, Apple CarPlay sans fil, recharge par induction aussi sans fil, tout ça est là. Donc, on a un véhicule qui est pratique, qui est polyvalent, qui a beaucoup d'espace de chargement quand même. Je l'ai dit, c'est un 7 passagers, mais évidemment, on n'utilise pas toujours les 3 rangées, là. Donc, on est capable d'aller chercher quand même plus de 2000 litres d'espace si on abaisse tout. Mais si on utilise juste la partie qui est libre à l'arrière, c'est 423 litres. C'est pas si gros, mais c'est suffisant en général. Et on est capable, ça c'est la bonne nouvelle, de remorquer jusqu'à 3500 livres. Non, je ne remorque pas. Non, je n'ai pas de motoneige à traîner. Mais les gens qui s'en achètent peuvent avoir ce genre de bidule-là pour partir en famille. Donc, honnêtement, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, le bilan du CX90 PHEV, il est un peu partagé. J'aime la conduite, j'aime le confort, j'aime la silhouette aussi. On a quand même fait un bel effort de ce côté-là. On l'a modernisé un peu par rapport à ce qui se passe ailleurs dans la famille. Mais je suis obligé de te dire que la performance mécanique, j'ai préféré celle du 6 cylindres quand je l'ai essayé, même si dans ce cas-ci, j'ai apprécié l'économie évidemment qu'on peut faire en branchant le véhicule pendant quelques minutes. Donc, en quelques heures, devrais-je dire, parce que la recharge n'est quand même pas instantanée, là. Les choses s'améliorent, mais pas à cette vitesse-là. Quelques minutes, t'exagères peut-être un peu. C'est ça. Ça prend à peu près 2h30 là, recharger sur une bande de niveau 2, recharger le véhicule. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas parfait, mais il est vraiment bien pensé, il est agréable. Mais, comme je te dis, du point de vue mécanique, j'ai eu un faible pour le 6 cylindres. 6 cylindres qui a été conçu par Mazda d'ailleurs. C'est pas un moteur qui est emprunté ailleurs. Donc, c'est vraiment un véhicule que j'aime, qui est bien fait, qui est bien pensé, véhicule familial. Mais moi, j'irais vers le 6 cylindres plutôt que vers l'hybride branchable, du moins pour le moment. Éventuellement, peut-être qu'on améliorera les choses, mais moi, je n'étais pas rendu. Alors, voilà. Et Okay. même ta mère a trouvé qu'il manquait de puissance au démarrage. Pour qu'elle a dit ça, c'est pas nécessairement quelqu'un pour qui c'est important là, les performances, donc je vais la croire. Mais comme tu dit, c'est pas vraiment le but d'un char comme ça, là, on va se le dire. Quand tu prends un modèle avec
ces caractéristiques-là, tu fais pas ça pour aller faire de la piste. Non, par contre, c'est pas désagréable de. Surtout, en fait, là où j'ai eu, moi, un bémol, c'est notamment dans les entrées d'autoroute, où tu as l'impression que la transmission ne réagit pas aussi rapidement que tu devrais, qu'elle devrait. Puis c'est là que ça devient un petit peu. Cette hésitation-là devient un petit peu dérangeante. Mais, je le répète, là, comme je le dis souvent, c'est un caprice de journaliste automobile, là, parce que pour la plupart des gens, l'impact ne sera pas si grand. Je le répète, j'ai préféré la puissance un peu plus instinctive, je te dirais, du moteur 6 cylindres. Mais par contre, si vous faites beaucoup de villes, c'est un choix à considérer définitivement. Et le confort, je le répète, le confort, il n'y a rien à redire. Ce véhicule-là est bien fait, bien pensé. J'ai quand même pas parlé de prix. Je te dirais que les versions les plus élevées, donc les versions PHEV GT, sont quand même pas données. Là. C'est à peu près 66 000 les premières PHEV, non, les premières hybrides rechargeables sont aux alentours de 56 000 là, au Canada. Voilà. Ben, de mon côté, je vais te parler du Honda HR-V, puis je pense que je vais y passer rapidement parce que il me reste quand même 3 autres essais, une entrevue, des nouvelles. Donc, je pense qu'il faudrait faire ça un peu rapidement. De mon côté, le Honda HR-V, j'avais la version quand même la plus haut de gamme, il faut que je le dise. Tu parlais de prix, là, j'avais la version EXL Navi TI. Ça me fait toujours rire, les noms qui font comme 10 caractères de long. Et cette version-là vaut près de 40 000 avec les frais. On parle d'un VUS sous-compact quand même. Là, on parle d'un VUS d'entrée de gamme à toute fin pratique chez Honda. Mais la version la plus haut de gamme coûtait quand même 40 000 et coûte quand même 40 000 C'est beaucoup, hein? Ben, c'est beaucoup. Puis tu parlais de pas acheter un véhicule pour la performance. Je pense que ça entre aussi dans cette catégorie-là, hein, en termes de performance. On parle pas de quoi que ce soit de très intéressant. 158 chevaux, un moteur 4 cylindres, c'est pas extrêmement impressionnant. Surtout quand on approche d'un point en termes de budget où on peut avoir des véhicules qui sont, selon moi, quand même plus intéressants en termes de performance. C'est ce qui nous intéresse. Oui. Le HR est quand même pas un moteur, tu sais, il a quand même un moteur qui n'est pas inintéressant, mais c'est un petit VUS urbain, là. C'est pas le genre de véhicule avec lequel tu vas aller vivre des aventures exaltantes. Ben, écoute, c'est sûr que il n'y a pas de problème quand on va du point A au point B, mais il n'y a pas nécessairement un plaisir de conduite incroyable. On est par contre dans quelque chose qui va être extrêmement sécuritaire, dans la mesure où c'est une conduite qui est stable, c'est une accélération qui est douce, c'est un freinage qui est efficace. On est dans quelque chose qui va être très utile, très pratique, mais qui va pas nécessairement être dans le dynamisme, là. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Encore une fois, peut-être que c'est pas un véhicule vers lequel on va se tourner. Par contre, côté consommation, donc aucun côté hybride, là. On parle vraiment juste du moteur 4 cylindres. On parle de 8,7 litres là, du côté du manufacturier en combiné. C'est pas mal ce que j'ai fait. C'est raisonnable. Des litres au 100, évidemment, 8,7 litres au 100. C'est raisonnable. C'est pour un petit véhicule, ça reste quand même pas exceptionnel, mais pas non plus terrible. Non, parce que s'il y avait une motorisation hybride, moi je prends ce qu'on a fait du côté de chez Toyota, par exemple, avec le Corolla Cross ou des trucs comme ça, ben là, on se retrouve avec une consommation qui est beaucoup plus basse pour des performances à peu près similaires. Ben moi, c'était à ce que je pensais, hein, c'est sûr. Mais écoute, on reste quand même dans quelque chose qui est 100% thermique. C'est sûr que ça vient avec ses avantages et ses désavantages. Mais bon, les amateurs de thermique desquels je ne fais pas partie vont continuer à dire que c'est toujours mieux d'avoir 100% thermique, surtout côté plaisir de conduite. Mais là, considérant qu'on n'est pas dans un véhicule qui est là pour ça, je suis d'accord avec toi qu'on aurait peut-être aimé avoir quelque chose qui consomme un peu moins. On est plus dans cette vibe-là, hein, si je peux me permettre l'expression, de quelque chose qui est là plus pour être économique au quotidien que dans quelque chose qui va être là pour le plaisir de conduite. Mais bon,
écoute, c'est quand même pas si mal, 8,7 litres au 100 en combiné. Je parlais de sécurité en termes de conduite, même principe en termes de technologie. On a quand même un ensemble de technologies de sécurité intéressant, surtout quand on considère que même les versions qui sont moins haut de gamme et donc moins chères là, vont aussi avoir un ensemble de sécurité, de technologies de sécurité assez intéressant. Donc c'est sûr que du côté de chez Honda, c'est quand même reconnu là, leur suite là. Donc il va avoir par exemple la détection des angles morts, mais ça s'en vient de plus en plus fréquent, il faut dire là. Mais le régulateur de vitesse adaptatif sur la version que j'avais, l'avertissement de sortie de voie, tout ça. La seule chose que j'aurais aimé avoir sur un véhicule à 40 000 $, je le répète, c'est la caméra à 360. Parce que là, on reste avec une caméra de recul standard, qui est un peu décevante quand on commence à payer si cher. J'avoue que j'aime bien ça, là, savoir si je suis dans mes lignes, juste en regardant la caméra 360 degrés, c'est plutôt pratique. On aurait peut-être aimé ça l'avoir, mais bon, écoute, on peut pas tout avoir non plus. Donc, écoute, somme toute, c'est pas nécessairement inintéressant. C'est quelque chose qui, comme je le disais, va nous amener du point A au point B de manière exemplaire, mais qui va pas être extrêmement intéressante sur le chemin. J'ai pas parlé du système d'infodivertissement, mais bon, encore une fois, il fonctionne correctement. Hein? Le Apple CarPlay, le Android Auto, il y a la compatibilité, ça, il y a pas de problème. Même le système d'infodivertissement de base est quand même correct, mais c'est comme un peu tout le reste du véhicule. On en parlait juste avant d'enregistrer. T'as dit c'est beige. Je suis obligé d'être d'accord. C'est beige. Il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Ben écoute, la valise a une taille intéressante. Le confort est intéressant. Mais La sans, seule sans le Magic Seat. Mais c'est ce que j'allais dire, exactement. Mais la chose qu'on lui reproche, et moi, c'est pas quelque chose qui me touche parce que je l'ai jamais utilisé hein, de manière quotidienne, mais le Magic Seat, la banquette arrière, là, avec plusieurs fonctionnalités a été retiré pour cette version-là, ce qui, du moins si on se fie aux propriétaires des versions passées, quand on va voir sur Internet, sur Reddit entre autres, là, les gens détestent la banquette arrière maintenant sans le Magic Seat, du moins les gens qui l'avaient essayé avant, c'est un de leurs points de critique les plus grands. Donc, écoute, c'est pas un véhicule parfait, loin de là, mais je pense que si on va dans les versions là un peu moins haut de gamme, on parle de la version de base qui est quand même 31 000, hein, on n'est pas dans un prix, on n'est pas dans les 20 000, là, donc c'est pas donné, même les versions de base, mais va avoir quand même le même genre de performance, et le pire, c'est que elle va aussi avoir le même genre de, par exemple, système d'infodivertissement, le même genre de technologie de sécurité, donc écoute, si j'avais à me tourner vers le Honda HR-V, je dirais, allez pas vers la version que j'avais, allez pas vers la version Navi qui est un petit peu trop chère, je crois, mais les versions de base vont être un véhicule qui, comme je le disais, va nous amener dans les trajets du quotidien parfaitement bien, sans nécessairement être un véhicule duquel on va se vanter là, en allant prendre un verre avec des amis. J'ai fait une petite comparaison rapide en termes de prix entre le HR-V et le Toyota Corolla Cross, parce que ce sont deux véhicules qui sont directement en compétition l'un avec l'autre. Quand on regarde les versions, les premières versions, les versions d'entrée de gamme à rouage intégral, du côté du Corolla Cross, on parle d'à peu près 30 000 $. Du côté du HR-V, on est à un peu plus, mon Dieu, c'est très, très cher, là. On est à 33 000 quelque chose. Donc, il y a près de 3 000 entre 2 500 et 3 000 de différence entre les deux pour un véhicule qui sont à peu près équivalents, là. Je regarde les puissances moteurs, je regarde les consommations. Le 0-100 se fait en 10,1 pour un, en 10,2 pour l'autre. Là, tu sais, on n'est pas dans rien de majeur. Mais Pas sûr que c'est ça qu'on regarde de toute façon quand on va vers le Corolla Cross, là, mais non, je comprends pourquoi tu le dis. ni dans Ni le le HR-V. Les deux ont des tractions, ont des transmissions CVT, tu vois. Ça, c'est quelque chose que toi, tu n'as pas souligné parce que pour toi, ça n'a pas d'importance quand tu es très, très urbain. Quand tu roules beaucoup en ville, tu as moins ce feeling-là. Moi, la CVT, c'est quand je vais sur autoroute que je fais des accélérations, je dirais que ça me dérange un peu. Mais bon véhicule, hein, quand même un véhicule qui n'a pas de mauvaise note. Là. Si j'avais une note sur 10 à y donner, moi, la HR-V, je donnerais peut-être un 6,5 ou 7. Parce qu'il y a quand même des côtés pratiques, mais il est vraiment définitivement trop cher pour ce qu'il propose. Parlant de cher,
C'était une bonne transition, effectivement. Écoute, moi, j'ai vécu une semaine, la semaine dernière, qui était absolument spectaculaire. Parce que j'ai conduit un véhicule qui est un véhicule unique en son genre. C'est la Mercedes AMG GT 63. Si vous ne connaissez pas ça, je vous invite bien sûr à regarder les photos qu'on va partager, qu'on a déjà partagées d'ailleurs sur notre page Facebook, Gotcha Podcast. Euh, c'est un coupé deux places, évidemment, deux portes. Euh, Absolument spectaculaire dans sa silhouette. Le design est fabuleux. Et c'est une voiture qui marie à la fois la performance, le contrôle, le dynamisme et le confort. Euh, Moi, je suis parti avec cette voiture-là. On est allé avec mon épouse, n'est-ce pas? On est allé prendre quelques jours de congé. On est allé dans les cantons de l'Est. On a parcouru de l'autoroute, bien sûr. Des routes de campagne aussi en abondance. Écoutez, faut dire que c'est un véhicule, excusez-moi, c'est un véhicule qui est doté là, d'une motorisation incroyable. Littéralement, là, c'est pas compliqué. C'est un moteur V8 4 litres, rien de moins. Hein? Donc, on est quand même dans quelque chose d'assez puissant. 577 chevaux, 590 livres-pieds de couple. On parlait de 0-100 précédemment en 10,3 secondes, 10,2 secondes. Dans le cas de la Mercedes, c'est 3,2 secondes. OK. Alors, Ouais, mais là, ça, c'est un véhicule où, justement, ça va peut-être avoir une certaine importance, là. Exactement. C'est un véhicule qui a été complètement renouvelé cette année, qui arrive avec une nouvelle plateforme, une nouvelle architecture, une structure beaucoup plus rigide, qui est partagée avec la Mercedes SL, entre autres. Donc, quelque chose vraiment d'assez rigide. On a une abondance de systèmes électroniques à bord. On a des suspensions hydrauliques adaptatives, les 4 roues directionnelles, ce qui veut dire que les roues arrière sont aussi mobiles pour diminuer le rayon de braquage, mais aussi et surtout pour assurer une plus grande stabilité. On a des éléments en fibre de carbone, un aileron évidemment arrière qui se soulève, un aileron avant qui va permettre d'améliorer la friction. Tout est pensé pour la performance dans ce véhicule-là. Évidemment, c'est une conduite qui est absolument incroyable. J'ai pas fait le fou, loin de là, parce que j'ai tendance à apprécier mon permis de conduire. Mais C'est important quand on a un podcast quand même sur les véhicules. Exactement. Mais bon, c'est vraiment là un véhicule. Moi, j'avais une version absolument. Elle était d'un bleu foncé, mais de couleur mate. C'était superbe, c'était vraiment beau. Des roues de 21 pouces, bien sûr, noires. Aussi, avec tout l'équipement AMG parce que ça vient avec. Il y avait, écoute, c'est incroyable tous les systèmes embarqués qu'il y a à l'intérieur de ce véhicule-là. Je ne me lancerai pas là-dedans, là, mais tu as des freins en céramique et en carbone. Tu as des extérieurs, bien sûr, où tu avais du fibre de carbone. Tu avais des sièges de performance AMG qui t'accordent un grand soutien. J'avais tout le système de sécurité d'aide à la conduite, évidemment, là, avec les stop and go, tout ce qui vient avec, là, le maintien en voie, le pre-safe, tout ce qui va avec. J'avais la partie avant qui se soulève dans les côtes, qui s'abaisse, je devrais dire, quand on en a besoin. Bref, la totale, je vais le dire tout de suite, prix de base 195 000 $. Prix de mon modèle d'essai, 256 000 $. Okay. Tu peux quand même avoir plusieurs HRV pour ça. On chialait sur le prix, mais... C'est ça. Mais c'est vraiment exceptionnel. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que le véhicule est à la fois puissant, dynamique et confortable. Il y a évidemment les modes de conduite que tu peux mettre. Quand tu les places en mode sport, ça adapte le régime moteur, l'échappement, les suspensions, la direction. Tu as tous les éléments que tu peux revoir dans un système d'infodivertissement qui t'aurait rendu heureux. Le MBUX dans un grand écran, bon, tu aurais peut-être chialé sa grandeur de l'écran, mais il y a un grand écran central où c'est facile d'aller voir ça. Il y a des boutons sur le volant qui te permettent de moduler, de choisir le mode de conduite, mais aussi de personnaliser ton mode de conduite. Donc, tu peux, par exemple, choisir de rendre juste les suspensions plus rigides ou juste l'échappement plus sportif. Et ça, écoute, tu mets la voiture en mode sport avec un échappement sport,
t'accélères, t'allumes même pas la radio, tellement le son du moteur est envahissant, mais est agréable. Et quand tu ralentis, il y a une petite pétarade. C'est un peu comme une voiture de course, là. Il fait des pa quand il ralentit, là. On avait ça. Écoute, honnêtement, on a eu un plaisir fou avec ce véhicule-là. Et malgré tout, c'est confortable, c'est spacieux, relativement spacieux. Écoute, on était dans la voiture sans difficulté. Je suis parti avec ta mère. On avait même une petite glacière parce qu'on a arrêté chez différents producteurs pour acheter des produits frais en cours de route. Et tout ça était dans la valise. On avait chacun notre valise, là, des valises de cabine, tu me diras, mais quand même. Donc, on avait 2 valises de cabine. On avait ça. On avait un autre sac qui contenait d'autres choses. Et derrière les 2 sièges, il y a un espace aussi où on peut ranger des choses. Donc, honnêtement, c'est très spacieux. Système d'infodivertissement ultra raffiné, MBUX avec navigation, avec réalité augmentée. Là, Ouais, un peu compliqué si je me souviens bien, par contre. Ouais, mais ils l'ont allégé un peu. Là. Il y a des éléments qui ont quand même allégé. Il est quand même plus facile. Les commandes vocales qui sont super faciles à utiliser. Tu dis Hey Mercedes, puis la voiture te répond. Comme je te disais, la navigation avec la réalité augmentée qui t'indique les flèches. Si tu te trompes de chemin, c'est quasiment parce que tu veux faire exprès. Bref, il n'y a pas beaucoup de défauts et, malgré tout, j'ai fait 12,7 litres au 100 de moyenne, ce qui est quand même pas si excessif. Je m'attendais à beaucoup plus. Je répète que c'est un V8 4 litres là, de 577 chevaux. La conduite, écoute, quand tu mets ça en mode sport, tu es littéralement collé à la route. C'est vraiment, vraiment une expérience. Peu de défauts, évidemment, outre le prix, bien entendu. La visibilité arrière, là, la glace arrière n'est pas tout à fait aussi grande qu'on devrait. Donc, et les piliers C sont un peu trop gros. Donc, ça donne une visibilité 3/4 arrière qui n'est pas facile. Quelques détails comme ça. Mais écoute, même rentrer et sortir, c'est facile avec la voiture. Les portes ouvrent très grand. Donc, c'est vraiment, honnêtement, un véhicule d'exception. J'ai été tout à fait heureux de le conduire pendant une semaine et je me suis fait plaisir. Bon, dans la ville où je demeure, n'est-ce pas, il y a tous les jeudis soirs une rencontre, un meet, un car meet, où les jeunes ou les jeunes moins jeunes qui ont des autos un peu arrangées se réunissent dans la cour d'un grand magasin, puis ils font une réunion tous les jeudis soirs. Puis ils se calent ça sur Facebook, un groupe Facebook duquel je suis membre. Fait que j'ai décidé d'aller faire un tour avec ma Mercedes. Alors, quand je suis arrivé là, inutile de dire qu'on a été un peu les vedettes de la place pendant quelques minutes. Les gens nous ont entendus arriver et nous ont vus arriver. Et là, il y a eu comme un petit groupe d'amateurs qui sont venus faire le tour de la voiture. C'était très drôle. Donc, c'est une voiture qui a vraiment attiré beaucoup, beaucoup l'attention. Même quand on était dans les cantons de l'Est, il y a un monsieur qui est arrivé avec son fiston, puis il regardait la voiture. Alors, je me suis approché, pour pas qu'il touche non plus. Là. Et le monsieur, c'est un Italien qui est en vacances, qui est un amateur d'émissions d'auto, entre autres de Top Gear. Et il avait vu cette voiture-là dans le dernier Top Gear et il était tout impressionné de la voir en vrai. J'ai ouvert la porte, là, il a pu s'asseoir à l'intérieur. Alors, j'ai fait sa journée. Mais c'était vraiment une voiture qui a attiré les regards, mais c'est surtout une voiture que j'ai adoré conduire et que j'ai adoré ne pas payer, je dois bien le préciser. C'est le meilleur point. Effectivement. C'est un des bons aspects de notre travail, je te dirais. Exactement. Ben écoute, tu parlais de consommation, tant qu'à faire des transitions, hein, moi aussi je peux en faire une. Tu parlais de consommation assez élevée. Moi, de mon côté, j'ai essayé le Ford Ranger. Écoute, ça reste quand même un petit véhicule dans sa catégorie. C'est un gros véhicule, tous les modèles confondus, mais c'est un petit véhicule dans sa catégorie. Hein. J'essaie rarement des pick-up. J'ai essayé le Maverick qui est encore plus petit. Là, on parle, le terme officiel, c'est une camionnette intermédiaire, une camionnette compacte. Donc, on n'est pas dans la même catégorie qu'un Ram, qu'un F-150, là, qui vont être plus gros. On reste quand même dans quelque chose qui, moi, qui habite Montréal, j'ai été capable de stationner dans les rues pas loin de chez moi, avec un peu de difficulté, mais quand même, là. Donc, on parle de quelque chose qui est possible à avoir en ville. On est allé là, dans des centres d'achat, tout ça. On dépassait un petit peu, mais c'est pas si mal. Mais ça m'a montré pourquoi est-ce que moi, je suis pas nécessairement un fan de ce genre de pick-up-là. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Ce que je vais décrire, il y en a certains qui vont dire c'est exactement ce que je veux dans un véhicule. Puis il y en a d'autres comme moi qui vont dire c'est tout ce que je déteste dans un véhicule. Mais
Premièrement, ça reste, même si c'est là une camionnette compacte, ça reste gros, hein. Ça reste quand même un véhicule qui est plus volumineux que la moyenne. T'es haut sur la route, euh, tu prends de l'espace en général, hein, et ça vient quand même aussi avec un style de conduite qui est bien particulier. Côté maniabilité, côté réaction, euh, même la Camry qu'on a essayé dans les prairies est plus intéressante. Là. Ah ben oui, c'est sûr que là, tu es dans un pick-up qui est haut sur roue, tu l'as dit, qui est haut sur pattes. C'est sûr que ça t'amène une autre façon de conduire, là, c'est clair. Là. Surtout à Montréal. Oui, évidemment. Puis on parlait de gros pick-up, hein, justement, en parlant de Toyota, des prairies, le Tacoma qu'on a essayé. Écoute, c'est sûr que ça reste encore plus gros, ça reste encore plus intense, dans le fond, dans toutes les caractéristiques que j'ai nommées, hein, en termes de maniabilité, en termes de tout ça. On est dans quelque chose qui est encore plus lourd, ça se ressent encore plus. Mais il y a certaines personnes, comme je disais, pour qui ça, c'est ce qu'ils veulent. Ils aiment ce sentiment de conduite-là, d'être dans un tank, pratiquement. Oui, toi, tu lèves la main, hein, on n'a pas de vidéo, je sais pas si on en a, mais... non, c'est ça. Parce que bientôt, c'est peut-être un scoop, mais bientôt, on compte avoir nos épisodes en ligne sur YouTube avec vidéo. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Je savais pas si on avait déjà commencé, mais ça s'en vient. Mais bon, tu lèves la main. Toi, le premier, je sais que t'aimes ça. Je suis certain qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui aiment ça aussi. Je sais que c'est extrêmement populaire. Mais moi, je comprends pas pourquoi est-ce que les véhicules les plus vendus au Canada, c'est genre le F-150, pis c'est tous des pick-up, pis c'est toutes des grosses affaires. Moi, j'aime pas ça. Moi, je veux... là, je vais chialer, là, je vais sonner comme si je chialais. Désolé si vous aimez pas ça, là. Mais moi, je veux un petit char qui se faufile partout, qui est habile, puis qui a plus d'espace en arrière, parce que j'ai pas j'ai pas rien à transporter, là. OK, oui, là, je vais à l'éco-centre une fois par année pour aller porter mes vieilles affaires, là. Mais à part ça, j'ai rien à transporter, j'ai rien à remorquer, parce que d'ailleurs, c'est un des points intéressants, c'est quand même 7500 livres pour quelque chose de pas trop gros et pas trop cher, hein. J'ai pas parlé du prix, mais on est quasiment dans le même prix que le HRV que j'ai parlé il y a pas longtemps. Pour le modèle de base, on parle de quelque chose comme 44 000 dans ces environs-là, un petit peu moins. Donc, on est quand même dans un prix qui est relativement intéressant, qui est capable de transporter beaucoup dans sa boîte quand même, parce que le Maverick, c'est probablement une des faiblesses en termes de pick-up. Là, la boîte est pas gigantesque malgré tout ce que Ford essaie de nous montrer. Ah non, mais vous pouvez l'étirer. Non, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Ouais, ça reste que ça fait 4 pieds par 4 pieds, là. Ouais, c'est ça. À 4 pieds et demi, pareil, là, tu sais. C'est ça. Ça reste que c'est pas énorme, là. Là, ici, on est quand même dans une taille de boîte qui va être plus intéressante, qui va être, selon moi, peut-être plus pratique pour les gens qui en ont besoin. Encore une fois, même chose pour le remorquage. Mais moi, je remorque rien, je mets rien dans ma boîte. Tout ce que ça a fait, c'est quand je suis allé à l'épicerie, j'ai fait, mon Dieu, c'est chiant de devoir mettre tous mes sacs sur la banquette arrière parce que tu peux pas mettre ça dans ta boîte. Donc, c'est vraiment pas, je pense, pour des gens qui ont mon mode de vie urbain. Je pense que ça, c'est le gros point que ça m'a dit, tout ça. Donc, on parle plus de William fait la découverte des pick-up que vraiment d'une critique du Ford Ranger en tant que tel à ce niveau-là. Ça reste quelque chose que je pense que si on en a besoin, c'est très intéressant en termes, justement, c'est petit, ça reste relativement, même si je chialais, là, ça reste relativement habile pour un pick-up. Ça reste relativement petit pour un pick-up. En termes de consommation, c'est comme ça que j'ai commencé, mais j'en ai même pas parlé. Donc, moi, j'ai fait à peu près 12 litres au 100 par endroit, ce qui est quand même... Écoute, on annonce 11.9, donc c'est plus. 11.9 en ville, il faut dire, là, 11 litres au 100 en combiné. J'ai fait pas mal de villes. J'ai fait 12.5 litres au 100. C'est moins qu'un F-150, encore une fois. C'est moins qu'un si on se tourne là vers les Rams, vers tout ce que tu veux, ça reste moins que ça, mais ça reste que c'est beaucoup. Donc, je pense que ma critique générale, si j'avais à la mettre en une phrase, c'est un excellent véhicule si c'est ce qu'on a besoin. Je comprends pas les gens, et ça, on parle de compréhension, là, c'est pas un jugement, mais je comprends pas les gens qui se disent, moi, je veux un pick-up. Genre, je veux ça dans ma vie quotidienne. C'est pas quelque chose qui, moi, m'attire. Donc, il faut prendre tout ce que j'ai dit avec un grain de sel. Mais ça me l'a confirmé. Ben oui et non, faut pas prendre ça avec un grain de sel. T'es un représentant d'une large part de la population, en fait. Et la vraie question, tu l'as soulevée, c'est pourquoi ces véhicules-là se vendent autant alors que
soyons honnêtes, là, c'est quoi, 20-25% des gens qui s'en servent vraiment pour remorquer ou pour traîner autre chose? Et Et moi, c'est je te trouve généreux, là. Quand on regarde le nombre qui se vend, et écoute, on parlait des prairies il y a pas longtemps, le nombre de pick-up qu'on a vu dans les prairies. Combien t'as vu de pick-up avec des choses dans la boîte? non. Mais tu sais, Combien t'as vu de pick-up qui tiraient des choses? c'est sûr que moi, Moi, je suis dans aucun, un là. coin. Moi, je suis dans un coin très agricole, là où je vis. Donc, ces gens-là ont souvent, ils ont un pick-up parce qu'ils s'en servent pour tirer des trucs, pour transporter des affaires, transporter des outils. Alors, tu sais, c'est sûr qu'il y a des besoins. Je ne dis pas que ça n'existe pas, les besoins de pick-up. Mais tu Évidemment. as raison de dire que ben, peut-être qu'on pourrait se poser la question. Et moi, ma question va aller plus loin. Pourquoi un Ford Ranger? Parce que toi, tu l'as mentionné, le Ford Maverick, mettons que tu veux un pick-up, là, puis que tu restes dans une zone relativement urbanisée, puis tu dis, ouais, mais je traîne des motoneiges ou des trucs, n'importe quoi. Bon, le Maverick, en théorie, ou le Hyundai Santa Cruz, ça fait le travail. Puis, dans les versions les plus sophistiquées avec rouage intégral, tu vas payer ça 35-40 000. Si tu veux plus gros, ben, tu peux aller te chercher un F-150 qui va commencer à peu près à ça, 35-40 000. Et entre les deux, tu as le Ranger, qui coûte le même prix, qui n'a pas les mêmes capacités. Je suis pas sûr de comprendre la réalité. Et on parlait, avant d'enregistrer, on parlait entre autres de la version Raptor, qui vaut 80 000 pour un Ranger. Oui, c'est vrai, c'est puissant, là. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Alors là, la question est là. Mais tu as raison de dire que c'est un véhicule qui est agréable à conduire, un véhicule qui a des belles petites capacités hors route en plus. Et là, ben, on arrive avec vraiment un véhicule qui est correct, mais heureusement, on l'a remanié cette année. Il est beaucoup plus agréable qu'il ne l'était. L'ancienne génération était un peu plus brutale. Là, on en a fait quelque chose qui est quand même plus délicat un peu, dans la mesure où un pick-up peut être délicat. Là. Ouais, délicat, c'est pas nécessairement l'adjectif que j'aurais considéré quand on le compare avec d'autres véhicules que j'ai essayés. Mais bon, écoute, encore une fois, je pense qu'on l'a dit, on l'a répété, c'est par rapport à ses besoins, parce que en soi, je pense que peu importe l'achat du véhicule, c'est qu'il faut considérer ses besoins d'abord et avant tout. Et ça répond pas aux miens, malheureusement. Ah, tu as bien raison. Écoute, on va tomber dans un tout autre ordre d'idée avant de passer à tes nouvelles, si tu permets. Il y a une personne qui a marqué l'histoire au Québec en termes de sport motorisé, et c'est Gilles Villeneuve. On en a parlé abondamment. On le sait, bon, toi, tu es évidemment trop jeune pour avoir connu Gilles Villeneuve. Tu as connu plus Jacques et même là. Euh, Et T'étais pas j'étais tout. jeune quand il a arrêté sa carrière. Hein. Faut Exactement. dire que l'entrevue est déjà enregistrée. Je suis allé voir après, puis il a terminé en 2006. J'avais 7 ans. C'est Donc, ça. mes souvenirs là, que je vais mentionner dans l'entrevue datent de quand même un petit moment. Effectivement. Mais, bon, Gilles Villeneuve, ça a été une espèce de héros du peuple. Et il se tourne actuellement un film au Québec ça s'appelle L'Ascension d'un champion. C'est donc, on veut démontrer comment Gilles Villeneuve est parti de peu de choses et comment il s'est rendu jusqu'en Formule 1 à atteindre les sommets qu'on connaît et à avoir été nommé comme un des meilleurs pilotes de l'histoire. Donc, ce film-là a été tourné. Ça a pris des années avant qu'on arrive avec un scénario que la famille a accepté d'endosser. Et parmi les collaborateurs, partenaires, si tu veux, il y a la compagnie Ford. Parce que bon, Gilles Villeneuve était un maniaque de Ford, mais on ne rentrera pas dans les détails parce que l'entrevue qui suit va vous en donner davantage. Alors, on a eu l'occasion de rencontrer virtuellement Mélanie Villeneuve, la fille de Gilles, sœur de Jacques, qui elle est dans un tout autre ordre d'idée, mais qui est aussi, je pense, une bonne représentante de ce que Gilles a représenté pour le Québec, bien entendu. Alors, on va vous laisser quelques minutes. Écoutez cette entrevue-là, c'est très intéressant et on revient immédiatement après l'entrevue. Alors, on vous l'avait dit, on vous l'avait promis, elle est avec nous, c'est Mélanie Villeneuve, la fille de Gilles Villeneuve. Évidemment, on va parler de Gilles, on va parler de son amour pour certains types de voitures en particulier. Mais avant, on va faire une petite mise en contexte parce que là, Mélanie, on se rend compte que vous avez affaire à un public différent. C'est-à-dire, vous avez affaire à celui qui se souvient, moi, et à celui qui en a entendu parler, William, parce qu'évidemment, il n'était pas au monde au moment où Gilles a fait sa carrière. Et là, on est en train de préparer un film sur la vie de Gilles Villeneuve. Bon, vous devez être tanné de vous faire poser la question, là, mais comment on se sent de partager ses mémoires et son père avec une
comme une population, une communauté, parce que Gilles Villeneuve, c'est le héros national, tout le monde en parle. Alors, comment on se sent de partager ces mémoires-là avec tout le monde? Ben super en fait. Bonjour Marc et bonjour William. Super. Moi, en fait, nous en famille, c'est important pour nous de pouvoir le partager avec les nouvelles générations certainement. Gilles est un icône. Avec le temps, on se rend compte qu'il est devenu une légende. Et puis il y a j'essaie toujours de trouver un petit peu la raison du pourquoi il est encore reconnu aujourd'hui comme étant un des meilleurs pilotes. Et je pense que son parcours personnel, son évolution, son développement, ses qualités, je pense que c'est important de pouvoir les partager. Ça donne un petit peu de détails, ça donne un background, ça donne un petit peu de couleur à la personne, à l'humain qu'était Gilles. Évidemment, bon, comme on l'a dit, William n'est pas nécessairement au courant de tous les détails. Moi, je me souviens des batailles épiques sur la piste. Cependant, ce Moi, que... c'est plus Jacques, dans le fond, que je me souviens. c'est Hein? ça. Quand j'étais jeune, c'était Jacques qu'on regardait. Ouais, c'est ça. T'as pas le même âge. Mais, évidemment, bon, là, on produit un film. Ça aussi, ça doit quand même créer certaines inquiétudes parce qu'on veut pas, justement, jouer avec l'image de celui qui est le petit gars du peuple qui est arrivé chez Ferrari comme un pilote qui était, vous l'avez dit, qui est devenu une icône. Euh, Ça doit aussi être un peu inquiétant de voir ce qu'ils vont faire avec l'image de Gilles. Ben, en fait, on pense que c'est important de pouvoir présenter son arrivée, son développement, sa genèse, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'on se souvient tous de Gilles chez Ferrari, avec toute la fougue qu'il avait, la bataille qu'il a eue avec René Arnoux ou d'autres exploits un petit peu crazy, débiles que mon père pouvait faire avec une voiture. Mais son arrivée en F1, toutes les années qu'il a passé en Formule Atlantique et puis avant en motoneige, comment ça l'a aidé à développer ses particularités, ses atouts, comment il était capable de voir dans des pluies terribles et il est quand même capable, il s'était trouvé des forces de pouvoir voir par exemple, lorsqu'il était en motoneige, il se trouve des trucs à gauche, à droite. Tout ça sont des petits détails sur sa vie qui sont peut-être moins connus parce que tout le monde a focusé depuis les 40 dernières années, évidemment, sur sa carrière en Formule 1. Donc, ça nous laisse l'opportunité de vous raconter quelque chose qui est peut-être moins connu et donc peut-être va amener un élément de surprise, un élément de découverte. Puis je pense que ça peut juste alimenter un intérêt et puis, ben, tant mieux si ça peut informer et puis en même temps entertain, comme on peut dire. Écoutez, bien sûr, vous parlez des débuts de Gilles. Gilles a toujours été un maniaque de voiture. Ben, en fait, maniaque de tout ce qui allait vite, on va se le dire, là. Mais un maniaque de voiture. La voiture que l'on a tous entendu parler, en tout cas les amateurs, c'est bien sûr la fameuse Ford Mustang, la Boss 302 qui a fait l'objet. Euh, qu'est-ce qu'il y avait de cet attachement-là à l'égard? Parce que je pense qu'il a toujours été attaché à Ford, ce qui est un peu ironique quand on sait qu'il a fini avec Ferrari, mais il a toujours été très attaché à Ford. Oui, tout à fait. Il y a plus ou moins tous ces véhicules ont été des Ford dans sa vie. Et puis il était particulièrement attaché à sa Mustang. La dernière Mustang qu'il avait, c'était une Boss 351. Mais il a commencé, en fait, la première voiture qu'il a achetée, qui était quand même une voiture de qualité quand il avait été tout jeune, je pense qu'il était dans le coin de 19 ans, c'était une Mustang 1967 avec un moteur 2.8.9 dedans. Et il en était très fier, s'en occupait très très bien, polissait les conduits d'admission et puis nettoyait les soupapes, voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de dépôt de carbone à l'intérieur parce qu'il voulait chercher peut-être 1 ou 2 chevaux de plus parce qu'il faut savoir qu'il faisait des courses d'accélération avec cette voiture-là. Dans des courses locales et puis c'est avec ça que il s'est développé son habileté pour démarrer. Il était très très rapide à démarrer une voiture. Il était capable de shifter aussi très 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 vite. Fait que ça a été sa première expérience pour se développer en tant que pilote, c'était avec une Mustang. Et puis par la suite, ben je pense que c'est quelque chose de personnel. Comment est-ce qu'on adopte ou on développe un amour pour une marque en particulier?
on peut penser, si je vous pose la question, est-ce que tu es un Ford pardon, est-ce que tu es un Coke ou tu es un Pepsi? Tu vas me dire, moi, je suis un Coke, ou toi, tu vas me dire peut-être toi, tu es un Pepsi. Ben, juste un Coke, puis c'est un Ford. Puis il y avait rien d'autre qui connectait pour lui, puis c'était juste ça. C'est peut-être parce que ça faisait partie de sa génération, c'était un muscle car. Puis bon, mais quand Ford est sorti avec sa première Mustang, j'avais 14 ans. Fait que c'est peut-être, il y a toute une culture qui se rattache à ça. Et puis bon, ben, il restait un gars très loyal là, par rapport à sa Mustang par la suite. Puis même avec c'est d'autres voitures. Il y avait une Bronco, il y avait un Ford F-250 avec lequel il s'amusait beaucoup dans le coin de Berthier avec ses chums. Le Bronco, il l'avait amené en Europe. Fait que il était resté vraiment amoureux de Ford, puis je trouve que c'est un élément intéressant, je pense, à partager. Effectivement. Bon, écoutez, on ne peut pas faire autrement que de vous demander ce que vous avez comme souvenir avec ces voitures-là. Parce que, bon, évidemment, il a fait, vous l'avez dit, certaines choses dans la région de Berthier avec ses chums, mais il était plus jeune. Vous n'étiez pas nécessairement de la partie à ce moment-là. Est-ce que vous avez vos propres souvenirs avec les voitures Ford de Gilles? Ben, en fait, avec le Bronco, je me souviens, on faisait du hors-piste dans les Alpes en France. J'étais un petit peu plus vieille dans ce temps-là, je devais avoir pas loin de peut-être 8 ans. Et Jacques et moi, Johan et Gilles, on était tout le monde dans le Bronco, il faisait du hors-piste. Et puis, il y avait sa façon de conduire, fallait être fait fort parce qu'il aimait ça faire peur, autant à ses enfants qu'à sa femme, qu'à ses chums s'il pouvait. Et donc on faisait ça. Et puis c'était des sorties, c'était toujours des sorties fun qu'on avait avec papa. Puis ça en faisait partie. Donc c'est le genre de souvenir qu'on va avoir. C'est bien. Évidemment, en terminant, je ne peux pas faire autrement que de vous demander quel est. Bon, ça a tourné, la vie de Gilles a tourné autour du sport automobile, autour des automobiles, autour des Mustang et des Ford. Est-ce que Mélanie Villeneuve a été aussi impactée par ce monde automobile-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes une petrolhead, là, quelqu'un qui tripe char, ou si vous êtes plutôt dégagé de tout ça? C'est drôle, en fait, comment une vie se dessine. J'ai commencé plus jeune, j'avais une certaine passion, j'avais une certaine envie de piloter moi-même. Puis j'ai 2 ans de différence avec Jacques. Et puis quand mon oncle Jacques a commencé à mettre Jacques dans un go-kart, mon Dieu, Jacques avait peut-être 16 ans, j'en avais 14. Ben c'était, on prisait plus. Bon, on va développer Jacques, puis toi, t'es trop jeune, ça va être plus tard. Ou d'abord, dans les années 80, on me disait peut-être, t'es une jeune fille, puis les jeunes filles, peut-être, font pas ce genre de métier-là. Mais ça me parlait beaucoup quand j'étais plus jeune. Puis par la suite, ben, je me suis un petit peu dissociée de ça. Je suis partie un petit peu de mon côté. Je fais un peu de musique, qui était l'autre passion que Gilles avait. Bon, je joue du piano, je joue encore du piano. Mais fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je laisse mon frère être le journaliste maintenant de course. Et puis le gars qui est un expert. Et puis bon, ben, on en parle une fois de temps en temps, mais ce serait pas c'est pas mon champ d'expertise. Je suis plus quelqu'un qui aime aussi l'histoire. Et puis j'aime parler de Gilles, j'aime parler de comment étaient les choses dans les années 70-80. Et puis je me tiens plus dans ce côté-là des choses. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir passé quelques minutes avec nous. Oui, William. Oui, j'ai quand même une question. Ouais, Qu'est-ce que vas-y. vous conduisez aujourd'hui tant qu'à y être? Ah mon Dieu, je conduis une Audi, une A4. Ça va faire une dizaine d'années que j'ai. Et puis c'est une stick shift évidemment. On aime ça, Bien on sûr. aime ça les stick shift. Fait qu'il y a quand même un peu de papa en quelque part. Quand même. Ouais, tout à fait. Alors, écoutez, on vous rappelle que bien sûr, il y a actuellement un film qui se tourne sur Gilles Villeneuve. On en a beaucoup parlé. On est actuellement sur le point de tourner les dernières scènes estivales sur une piste de course. Mais c'est sûr qu'on va aller voir ça. On vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir partagé Merci ces beaucoup. souvenirs-là avec nous. Super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, comme tu vois, Mélanie, bon, j'ai beaucoup aimé ta question sur ce qu'elle conduisait, hein, je dois le dire.
Ben, il fallait, hein. Je trouve que c'est plus personnel, un peu. Oui, Comme je l'ai dit tout de suite après, il y a pas juste son père dans la vie, hein. non, effectivement. Alors, je trouve que c'est une très, très bonne question. Mais comme vous le voyez, Gilles était un maniaque et sa fameuse Ford Boss 351, là, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai eu l'occasion par la suite de parler avec le représentant, le directeur marketing de Ford Canada, qui m'a expliqué que la raison pour laquelle Ford s'est associé à ce film-là, c'est tout simplement parce qu'ils disent, ben écoutez, on a voulu prendre, c'est le 60e anniversaire de Mustang, donc on a voulu prendre la Mustang, en faire une espèce d'icône. L'année passée, il y a eu le record du monde. Cette année, il y a eu une édition spéciale. C'est toute une histoire de passion, c'est une histoire de performance. Et ils pensent que Gilles Villeneuve représente ça à merveille. Donc, c'est pour ça que Ford a accepté de s'associer en termes de partenariat là, avec le film. Film, on vous le dit, qui va sortir l'été 2025 de mémoire. Là, il a été un peu reporté parce qu'il y a eu des changements. D'ailleurs, qui va être tourné ou qui a été tourné sur la piste de Saner, notamment, au niveau de certaines séquences de course. On aura l'occasion de voir ça dans quelques mois, mais c'était très intéressant d'accueillir Mélanie. Alors, mon cher William, c'est maintenant le temps de ton bulletin de nouvelles. Ta partie préférée, je pense. Ouais, ben écoute, parlant de Ford, j'avais pas prévu de commencer avec celle-là, mais c'est une bonne transition. Ford a récemment déposé un nouveau brevet que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc, le brevet s'appelle les hologrammes de véhicules intelligents. Les hologrammes de véhicules intelligents. Oh, Un exactement. véhicule hologramme? Donc, non, pas du tout, pas du tout. Donc, Smart Vehicle Hologram en anglais. OK. Et donc, les caméras à hologramme seraient sur le véhicule et pourraient projeter, donc, à 360 degrés. Bon, on parle aussi de laser, de caméra, de projection. Je comprends pas tout, je vais être honnête avec toi, mais pourrait projeter, notamment l'exemple qu'on donne, des gardiens de sécurité autour de son véhicule. OK, donc tu aurais des gardiens de sécurité virtuels holographiques. Exactement, qui pourrait marcher autour de son véhicule. Selon la compagnie, on pourrait aussi potentiellement recevoir une notification, un message quand ces gardiens de sécurité-là sont touchés ou que la limite est franchie. Le brevet, c'est vraiment fou. Là. Je vous invite à aller le voir. C'est assez facile à trouver. On peut rechercher Ford Hologram en ce moment. Et les images sont tellement étranges. Il projette des chiens. Il projette plein de choses autour de son véhicule. Je suis pas certain d'en voir l'utilité, mais eux en voient dans absolument tous les aspects de la vie. Là. Ils disent que ça pourrait même nous aider dans nos activités du quotidien, comme des menus au restaurant, comme interagir pour sélectionner son film au cinéma. Donc, il combine ça avec, entre autres, ce qu'on a déjà vu là du côté de chez BMW, où on fait juste bouger ses mains et ça, on peut contrôler le système, entre autres, d'infodivertissement, le volume, des choses comme ça, juste en faisant des signes de main. Donc, on combine ça avec des hologrammes visuels pour potentiellement créer des menus. Écoute, pour que ce soit convaincant, il faudrait quand même que les hologrammes soient bien réussis, tu sais. À part dans Star Wars, là, quand on voit la princesse Léa qui sort de... J'ai pas vu beaucoup d'hologrammes qui étaient... C'est un peu la blague que tout le monde a fait, là. Donc, aidez-moi, Obi-Wan. Hein? Ouais, c'est Vous ça. êtes notre seul espoir. Mais sur son Forge, je sais pas trop. Écoute, écoute. On verra. Hein? Je C'est serais un curieux de brevet. savoir ce que Gilles Villeneuve en penserait. Faut préciser que Ford dépose à peu près 200 brevets par année pour toutes sortes d'affaires là, qui sont parfois réalistes, parfois un peu moins. Là. Ben, écoute, parlant de choses que je trouve qui sont pas très réalistes, mais qui pourtant sont tout à fait vraies, du côté de chez Audi, cette fois-là, la Audi RS3. Donc, il y a au-dessus de 200 composantes qui ont subi une analyse chimique profonde. On pourrait se dire pour mon Dieu, s'assurer qu'ils sont robustes, s'assurer qu'ils sont sécuritaires. Non, non, pour savoir s'ils sentent bon.
OK. Donc, le manufacturier a décidé de faire des tests sur sa nouvelle RS3, entre autres avec des chaufferettes géantes pour chauffer les composantes et pour pouvoir après ça analyser les substances volatiles qui s'en échappent pour comprendre qu'est-ce qui fait que son char sent le char neuf, en gros. Quelle horreur. Et pour améliorer l'odeur, hein, le parfum de char neuf, comme on dit en bon allemand, hein. C'est épouvantable. Ben écoute, moi je trouve ça quand même assez intéressant, mais si tu veux en entendre des épouvantables, j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes d'épouvantables. Je suis toujours un peu méfiant, mais vas-y. Ben écoute, hein, c'est pas rare quand même que les compagnies fassent des lignes d'accessoires, de vêtements, même des parfums, hein, ils font n'importe quoi, les compagnies de chars, là. Mais là, Lamborghini, je pense qu'elle se dépasse quand même avec sa récente gamme de produits de mode, avec entre autres des un maillot de bain à 376 US. Oh, quand même. Quand Une même. serviette à 190 US. OK. Mon Dieu, un polo à 454 US. Ah, oui. Et je me suis dit que c'était probablement parfait pour aller, ben non seulement avec sa Lamborghini, mais aussi avec son Falcon Shuttle, qui est un nouveau produit qui a été développé par Falcon, justement, qui est une compagnie pas vraiment de char, mais plutôt de bateaux. OK. C'est un catamaran. Non, c'est pas Falcon K-E-N, là. OK, C'est Falcon C-O-N. Tu parlais de pneus, j'imagine, mais non, c'est pas Falcon K-E-N. Mais c'est un catamaran qui est désigné pour transporter son véhicule jusqu'à son yacht. Mon Dieu, la misère des riches, toi. C'est triste quand même, là. Écoute. Sérieusement. Absolument. Donc, c'est quand même pas un produit qu'on peut acheter pour le moment. On sait pas combien il coûte. On sait pas, entre autres, le moteur. On sait pas. Mais Je veux pas te faire de peine, mais je l'achèterai pas tout court, là. Ben là, comment est-ce qu'on va transporter notre véhicule à notre yacht, papa? Faudrait commencer par avoir un yacht. Ça serait déjà un bon pas dans la bonne direction. Écoute, je pense qu'il faut continuer à faire des podcasts dans ce cas-là. Bénévolement. Bénévolement. Sans commanditaire. Mais bon, écoute. Cessons de rire. J'ai quand même une bonne idée de véhicule à mettre dessus. J'ai quand même une bonne idée de véhicule à mettre dessus. Et c'est pas une Lamborghini. C'est plutôt une Lucid Air. Bon, déjà, la Lucid Air Saphir serait un bon choix de véhicule à mettre dessus. Hein? On parle d'un char à 350 000 canadiens. Ouais. Et quelque chose comme 1100 chevaux. Hein? Donc, écoute, c'est quand même déjà un bon choix de véhicule. Mais là, je te parle d'une version qui a été créée par aucun rapport avec l'armée américaine, mais c'est le US Armor Group. Donc, en gros, ils font des véhicules là, d'ultra luxe, d'ultra sécurité aussi. Donc, ils ont fait une version personnalisée de la Lucid Air Saphir qui a encore 1230 chevaux, 1.89 secondes, en fait un tout petit peu plus je crois pour le 0-100, donc 2 secondes de 0-100, mais qui a aussi entre autres des vitres pare-balles, des portes ultra épaisses, et une armure transparente capable de supporter jusqu'à un coup de fusil de Magnum, donc qui est un pistolet quand même puissant. Les portes sont faites avec un matériau composite, donc un matériau composite qui serait selon eux encore plus résistant que l'acier. Et ça coûte combien, cette petite machine-là? 650 000 canadiens. Okay. Mais, le réseau Wi-Fi est extrêmement sécurisé. OK, fait que finalement, c'est pour tout bon dictateur colombien ou
Ouais, ça sonne un peu comme ça, hein? Comme Ça a ça, l'air c'est le d'un genre de film. char avec des vitres teintées, là. Ça a l'air d'un truc de film, là, quand les mafieux amènent le parrain quelque part. Je sais pas, là, j'exagère, je dis n'importe quoi, mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est exactement ça, là. Le réseau Wi-Fi encrypté, impénétrable, les vitres par balle. Il y aurait même là des protections, et ça c'est en option, donc je veux même pas savoir le prix quand tu rajoutes tout ça, des protections contre, entre autres, les envahisseurs avec des poignées à électrochoc, avec du poivre de Cayenne intégré, avec des meurtrières pour placer ses fusils, et même une détection de gaz empoisonné. Mais ça existe. C'est pas Tesla qui avait ça ou dans une des limousines présidentielles, je pense, qui avait ce genre de truc-là, de détection de gaz empoisonné. Ben, écoute, si jamais tu te retrouves à être dans ce genre de position, la journée qu'on va avoir notre yacht, notre catamaran et notre Lucid Air Saphir grâce à ce podcast, j'imagine que les gens vont se jeter sur nous dans la rue. Donc, il va nous falloir ce genre de véhicule-là. J'imagine que là, au moins, on pourra se tourner vers le US Armor Group pour notre char à 650 000 au Wi-Fi Je impénétrable. te dirais de pas retenir ton souffle, si tu veux mon avis, là. Non, mais il faut rêver dans la vie. Écoute, j'avoue que c'est impressionnant. J'avoue que c'est impressionnant. Ben, je suis content de terminer l'épisode là-dessus avec toi quand même. Je suis content de t'avoir impressionné. J'espère que ça l'a aussi impressionné nos auditeurs parce que moi, personnellement, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça existe. Ça fait James Bond, là, on va se le dire. Il manque juste les pics qui sortent des roues pour rentrer dans les véhicules, là. Il n'y a même pas de mitraillette à la place des phares avant. C'est pas une vraie, là. Je veux dire, Mais il y a des trous pour rentrer ta mitraillette. Il y a des meurtrières quand même. Donc, écoute, rendu là, c'est toi qu'il faut qu'il la fournisse. Malheureusement. Mais bon. Écoute, rendu là, je pense que t'as l'argent de t'acheter toutes les mitraillettes que tu veux pour mettre dans ton char. Alors, écoutez, c'est sur cette note hautement sécurisée que l'on termine l'épisode de Gotchard. On vous remercie d'avoir été avec nous. On vous invite, si vous avez des questions, des commentaires à nous faire, bien sûr, vous pouvez les faire sur notre page Facebook, Gotchard.podcast. On a aussi une page YouTube, hein, Gotchard tout court, je pense. On peut nous écrire à info@gotchard.com. Venez sur nos pages Facebook et bien entendu, vous abonner et nous écouter sur toutes les plateformes où sont diffusés vos balados préférés. Et évidemment, on aimerait ça si vous nous mettez des petites étoiles ou des avis. Ça nous rend service et ça nous fait remonter dans le classement. Donc, plus de gens pourront nous écouter. D'ailleurs, on vous invite à partager, bien entendu, si vous avez aimé cette émission. Et ça augmente nos chances d'avoir un yacht. Pensez-y. Ben oui, exactement. On vous promet de faire un tour en yacht si jamais un jour on s'en paye un avec le podcast. On vous invite. Alors, là-dessus, William, on se dit à la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.